matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et aujourd'hui, à la volée, je suis très heureuse de recevoir Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alexandre Jardin, faut-il le présenter? Prix du premier roman, prix Femina, qui a déjà publié une vingtaine de romans, une vingtaine d'albums jeunesse, dont Le Zèbre, Fanfan, L'île des Gauchers, Juste une fois, Le Petit Sauvage et d'autres. Et puis des ouvrages autobiographiques comme Le Roman des Jardins, Le Zubial et Des gens très bien. Aujourd'hui, vous présentez Faire lire pour les nuls aux éditions First. Faire lire, finalement, c'est la continuation de votre travail dans votre association Lire et Faire lire. C'est mon obsession. Oui, c'est ça. À côté de ma vie d'écrivain, j'ai une vie de citoyen engagé et j'ai fini par me rendre compte que c'était le grand médicament social. Oui. C'est-à-dire qu'à peu près tout ce qui déconne très gravement dans le fonctionnement de notre société, on peut le réparer de manière très simple. Et c'est pour ça que ce livre, Faire lire pour les nuls, est une compilation d'outils, de choses que l'on peut faire soi-même, avec ses enfants, pour soi-même, avec son entourage, avec sa commune, pour réparer l'ensemble de la société. Et quand je dis réparer, ça répare des choses extrêmement sérieuses. Mmh. On a clairement un problème d'ensauvagement, de violence physique, un problème de violence à l'endroit des femmes. Tous ces sujets, en réalité, en vrai, oui. Ben oui, mais en vrai de vrai, on ne va pas pouvoir mettre un flic derrière tout le monde. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc, si on veut traiter très en profondeur ces questions-là, on doit augmenter le vocabulaire de nos jeunes. Oui. C'est fondamental. Toutes les études nous montrent qu'il y a un lien très étroit entre la violence physique brute et le niveau du langage. Oui. Un jeune qui n'a pas de mots tape. Mais vous n'avez pas remarqué qu'un bébé, enfin un petit qui ne sait pas encore s'exprimer, s'exprime beaucoup plus violemment et par les pleurs Ben oui. qu'à partir du moment où il sait parler? Oui, parce qu'il peut médiatiser ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Mmh. Et au moment de l'adolescence, surtout les jeunes mâles, il y a un moment, il faut qu'ils puissent s'exprimer avec des mots. Et si vous faites le tour des paniers à salade le samedi soir, si vous allez dans les quartiers mineurs de nos prisons, vous verrez des jeunes qui n'ont pas de mots. Mmh. Et donc, si on était intervenu plus tôt dans leur destin, avec les outils que je présente dans Faire lire pour les nuls, mais des vrais outils, on aurait pu rattraper ces destins. Donc, je dis bien que c'est un médicament social, la lecture. C'est à la fois une jubilation, un plaisir, une jouissance, et en même temps quelque chose qui donc va réparer les choses très fondamentales que la politique n'arrive plus à régler. Oui. Mais voilà. D'ailleurs, la lecture pourrait arranger la politique, puisque tout est lié, et Alexandre Jardin, je vous suis depuis longtemps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on perd un peu nos repères, mais la lecture nous permettrait de retrouver ces repères. Et à ce sujet, et avant de rentrer dans votre livre, qui est, comme à votre image, finalement très joyeux, un peu, un peu loufoque, un peu original, inhabituel, surprenant. Mais avant de rentrer dans... Parce que c'est très drôle de parler de la lecture. C'est de parler de la folie de notre espèce. Oui, ça c'est sûr. Si vous fouinez vraiment dans une librairie ou dans une bibliothèque, c'est un catalogue de toutes les dingueries humaines. Oui, c'est ça. Et vous avez vraiment pris le temps de fouiner et dans les bibliothèques et dans ce que vous appelez les prescripteurs de lecture, les projets, les différentes personnes qui peuvent justement vous inciter à lire. Enfin, on va parler de tout ça parce que c'est amusant, c'est intéressant, c'est surprenant. Avant ça, quand même, pour revenir sur mettre les mots sur les mots, donc cette lecture médicament dont vous parliez. Et vous disiez finalement, plutôt que de mettre un policier derrière chaque personne, peut-être mettre un livre devant chaque personne pour commencer. En effet, ce serait peut-être le début et qui nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe et éventuellement de le critiquer, mais de mettre ces mots et commencer par des mots MOTS plutôt que des mots MAUX. Alors, justement, mais pour une raison simple, c'est que quand vous lisez, vous êtes en contact avec vous-même. Et oui. Or, vous ne pouvez pas être en contact avec les autres si vous ne vous fréquentez pas. Oui.
Si vous n'avez aucune conscience de votre intériorité, vous ne pouvez pas communiquer profondément avec quelqu'un. Vous allez être dans l'interjection, dans le coup, mais vous n'allez pas y aller. Et là où vous avez raison, c'est qu'on est en plein là-dedans en ce moment dans l'actualité. On a une société, c'est très curieux ce qui est en train de se passer. Parce qu'en gros, vous avez 90% des Français qui soutiennent les agriculteurs. Les agriculteurs, vous voyez, toutes les études disent ça. Et vous avez une espèce de difficulté à communiquer avec la France institutionnelle, qui, elle est remplie, pas de réel, mais alors là, pour le coup, elle est remplie de chiffres. Oui. Elle est remplie d'opinions, d'études chiffrées, de trucs. Et il y a une difficulté à tout simplement dire aux agriculteurs, oui. C'est-à-dire, oui, mais massivement oui, pas oui, petite mesurette par petite mesurette. On a tous entendu que la moitié des exploitations doivent être transmises dans les 10 ans. Donc on voit bien qu'alors que c'est un boulot qui ne rapporte rien, on a tous entendu que les 2/3 du revenu médian des exploitants français viennent du 2e salaire du conjoint. Donc, c'est plus un modèle économique, quoi. C'est complètement dingue. Mais en fait, c'est ça, c'est la perte de la réalité, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent 90 heures par semaine et qui ne peuvent pas vivre de leur travail. C'est-à-dire qu'on est dans l'irrationalité totale. Mais totale, parce qu'il s'agit de notre nourriture. C'est-à-dire que si vous voyez bien que si vous revenez à vous-même, que vous sentez ce que vous dites, vous voyez bien que la fille ou le type qui vous parle en face, l'agriculteur, c'est juste la personne qui vous nourrit. Donc, il faut être très précautionneux, très attentif, très écoutant, parce que c'est très sérieux. Bien sûr. C'est très sérieux parce que ce qu'on appelle, avec un grand mot, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Imaginez, il y aura des crises virales, comme on en a connu. À ce moment-là, vous savez bien qu'il faut pouvoir vous nourrir dans votre pays. Sinon, on va crever de faim. Donc, c'est vraiment des sujets absolument... Donc là, par exemple, le fait que ça tarde à venir, l'annonce absolument nécessaire de l'effondrement des droits de succession. Sinon, la moitié des exploitants ne vont pas pouvoir transmettre à leurs enfants. Et s'ils ne le font pas, on mangera comment ? Donc, on ira importer des produits arrosés d'eau de Javel d'un autre pays. Alors, d'abord, et puis si on est en période de blocage à cause d'une guerre, d'une crise financière, de trucs, on n'apportera rien du tout, on ne bouffera pas. Donc c'est très, 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 très sérieux. Et c'est très bizarre parce qu'on voit bien qu'il y a aussi un problème clairement, d'univers mentaux qui n'arrivent pas à se parler. Il y a des gens qui ont des concepts dans la tête, et les autres, ils n'ont pas des concepts, ils ont des tracteurs. Les autres, on parle de chiffres et de calculettes, de l'autre côté, ils plantent des radis. Ils ne sont pas dans les... Oui, ils ne sont pas dans les mêmes plans. Et ces différences de culture, moi, je les connais bien parce que je vis en partie dans un village, dans l'Aude. Et j'avais déjà évoqué avec vous un jour, le maire avait voulu faire venir des chèvres, parce qu'au bord de la Méditerranée, depuis toujours, on nettoie les garrigues pour éviter le feu avec des troupeaux de chèvres. Et tout à coup, il y avait des abrutis, des écolos de bureau, qui avaient foutu un coup de tampon pour interdire aux chèvres de venir, au motif que la chèvre était extrêmement méchante parce qu'elle bouffait des sortes de pissenlits, je ne sais plus quelle plante, qu'il fallait absolument sauver. À ce moment-là, ils s'étaient tous foutus en pétard dans mon village en disant « mais ils sont dingues, s'il y a un feu, c'est pas le pissenlit qui va cramer, c'est tout. » C'est tout. Avec le pissenlit. Donc ça n'a pas de sens. Et bien l'administration, disait non, on interdit les chèvres. Les chèvres. Oui, la chèvre est anti-écologiste. Voilà ce que disaient les écologistes de papier. Et j'en ai parlé avec un maire pas très loin de chez moi qui m'a raconté que justement il a eu d'autres mésaventures avec les chèvres. Il a demandé à ses services de mettre des chèvres pareil pour nettoyer des garrigues un peu escarpées. Et un jour il arrive et il dit mais pourquoi je les vois pas ? Et on lui dit elles sont là. Il voit 5 chèvres. Et il dit mais j'avais dit un troupeau. et là on lui dit oui mais si on passe à la 6e chèvre, on doit avoir un statut d'exploitant agricole. Non.
Si on a un statut, il faut avoir je ne sais quelle autorisation. Il y a 150 000 dossiers, il y a des trucs. Tout ça pour la 6e chèvre. Or, ce que disent les paysans, là je prends des exemples complètement débiles, mais qui sont atterrants. La 6e chèvre. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont confrontés à ça du matin jusqu'au soir, avec des systèmes qui ont été conçus par les gens des villes. Au fond, on se rend compte qu'il y a un problème très clair de langage. On ne peut pas imposer le langage des villes à ceux qui parlent le langage de l'agriculture, des champs. Ça ne marche pas. Donc, où on continue, en fait, on a un problème de système. Ce n'est pas juste 3-4 mesurettes. Est-ce qu'on fait confiance aux mots des autres, à l'univers mental des autres, ou est-ce qu'on veut faire rentrer tout le monde dans des logiques que maîtrise le Conseil d'État, la Commission européenne, etc. Ça ne marche pas. Non, mais je crois que vous touchez, évidemment, que vous touchez un sujet, et ça revient avec au sujet de votre livre, qui est absolument fondamental. En fait, c'est deux langages qui ne se parlent plus. D'ailleurs, je voulais citer votre tweet qui était très bien écrit aussi à ce sujet, puis après on va reprendre le sujet et puis comment dire, tout ce que vous racontez dans votre livre qui est très intéressant. Je vous cite: extraordinaire moment où la France officielle et télévisuelle, gorgée d'idées, de chiffres et d'opinions, est assiégée par la France réelle. Le vent contre le réel, la calculatrice contre le tracteur. Si le vent gagne, à la première crise virale, nous ne mangerons plus. Embêtant. Voilà ce que vous dites. C'est embêtant de ne pas manger. il paraît. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est deux langages, deux mondes qui s'affrontent, mais deux langages. Et là, on revient sur ce que vous dites. Et je pense que le monde des tracteurs, comme vous l'appelez, le monde des champs, a besoin finalement... Là, pardon, c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression que le monde des calculettes ne parle plus le langage français. Des mots. Oui, voilà. Il parle des chiffres, mais pas des mots. Et des mots affectifs. Et en publiant Faire lire pour les nuls, je publie en fait un tract, un livre, un gros livre, un gros tract. Oui, c'est un très beau livre. Pour qu'il y ait une prise de conscience dans le pays que nous devons changer maintenant de format, d'attaque de cette question-là. Et donc revenir au réel, finalement, c'est la même chose. Par les mots. Et le lien, encore une fois, et on va arriver à votre livre, justement, vous parlez de ces agriculteurs et vous dites s'ils disparaissent, il n'y a plus de nourriture, c'est embêtant. Oui, il n'y a plus de nourriture terrestre. Et si les livres disparaissent, là, il n'y a plus de nourriture intellectuelle. Finalement, on est dans le même combat pour l'humanité. Ce sont des combats fondamentaux, en fait. Et donc, les crises que nous avons devant nous, on voit bien que ce sont des crises fondamentales. En ce moment, il y a une disette de mots dans la tête de nos enfants. On a 30% de nos enfants, je dis bien nos enfants, parce que c'est les nôtres. Pour l'instant, c'est notre tour d'être les adultes, mais ce sont les nôtres. On a 30% de nos enfants. Je dis ça parce que quand je vois des gamins dans la rue, quand j'en vois un faire une connerie, je vais le voir. Parce que je suis moi l'adulte. Et 30% qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. C'est inimaginable. C'est une catastrophe, mais tout simplement parce qu'ils ne vont pas trouver de boulot. Comment on va les intégrer s'ils sont issus de l'immigration et qu'ils ne parlent pas? Les choses très fondamentales, comment on va faire en sorte qu'ils échappent à la violence? S'ils n'ont pas de mots. Comment peuvent-ils comprendre ce monde? Comment peuvent-ils s'intégrer? Et éventuellement l'améliorer, éventuellement, parce qu'on n'est pas non plus dans la plus belle des périodes. Et entreprendre, etc. Et faire des assos, des entreprises, des machins, se faire élire. tout ça, et puis tomber amoureux. Une très grande histoire d'amour, c'est quand même... Ça passe par des mots, par des subtilités. Alors, ce livre répond. Il répond d'abord pour les parents. Lorsque vous avez un gamin ou un ado, par exemple, qui est rétif, qui vous dit « j'aime pas lire », d'en faire lire pour les nuls, je propose énormément de pistes. Je vous propose allez-y, donnez quelques pistes pour les parents. On va commencer par les parents pour les ados. Pour les ados, pour les ados, je vais vous donner par exemple une idée toute simple, mais vraiment très simple.
si vous le voyez complètement allergique à l'idée de rentrer dans une librairie, vous l'emmenez dans un magasin de jeux de rôle où on vend des figurines et des gros bouquins qui sont les bibles des jeux de rôle. Vous avez des centaines de milliers d'adolescents qui basculent en ce moment dans la lecture d'énormes bouquins qu'ils achètent dans les magasins de jeux de rôle. Et ils rentrent dans le monde, dans les différents mondes, ils en apprennent les règles, ils en apprennent les univers. Oui. Au fond, ils basculent dans les mots de cette manière-là. Donc, de même, si vous avez un ou une ado qui ne jure que par les jeux vidéo, allez dans mon livre, vous verrez une maison d'édition qui publie des romans à l'intérieur des jeux vidéo de vos enfants. C'est rigolo. Vous parlez aussi des booktokeuses pour les adolescents. Ben oui. Alors, qu'est-ce que c'est les booktokeuses? Alors, les booktokeuses, c'est une bande de filles qui ont une influence absolument considérable aujourd'hui sur TikTok. Vous avez ça également sur Instagram, sur machin. Et ces jeunes femmes, elles font lire les nouvelles générations. Alors évidemment, le monde littéraire très chic qui est le mien, je suis à Paris, au milieu de Saint-Germain-des-Prés, donc Saint-Germain-des-Prés qui est autour de moi, les méprise. Mais sauf qu'en réalité, elles font lire. Oui, bien sûr. Et en réalité, elles ont par exemple dopé à Paris la fréquentation du Salon du Livre de Paris. Elles ont augmenté de 15% la proportion de moins de 25 ans cette année. Oui. Donc, qu'on n'aille pas nous dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution si on continue à raisonner comme avant. Si vous voulez mettre tout le monde devant la grande librairie, vous n'y arriverez jamais. Pensez aux booktokeuses. Oui. Pensez aux filles sur Instagram. Par exemple, en ce moment, sur Instagram, les filles sont en train de populariser un genre que ce quartier ne connaît même pas, qui s'appelle le cozy mystery. C'est une certaine ambiance, un certain type d'auteur. Allez découvrir toutes ces littératures différentes. Alors, un des grands problèmes, quand on veut faire lire ces ados et tout ça, c'est qu'on ne sait pas quoi leur faire lire. Oui. Eh bien, faire lire pour les nuls vous propose plein de portes d'entrée. Et aussi par thématique. Qu'est-ce qu'il faut lire pour tomber amoureux mieux? Oui. Alors moi, il y a un de vos chapitres que j'ai trouvé très touchant. J'aimerais bien qu'on s'y attarde. Et puis, je vous ai bien reconnu là. Donc, comme je trouve que ça fait partie de votre caractère. Quoi lire pour se réparer? Ah oui. Alors, je n'ai pas toute la liste. Alors, vous avez lire l'heureux Pénac plutôt que l'aigre et néanmoins sagace Flaubert. Vivre en pleine conscience. Alors là, je connaissais pas l'auteur. Donc, Thich Nhat Hanh. L'usage du vide de Romain Graziani. Alors, l'usage du vide, c'est un livre qui n'est pas un livre populaire. C'est un des plus grands livres en ce moment que l'on peut lire pour se réparer, pour vivre autrement. Pour l'usage du vide. C'est un livre qui fait l'éloge de ce qu'il appelle l'involonté. On nous explique toute la journée qu'il faut être volontaire. Mais en réalité, vous savez bien, et ce livre nous l'apprend, que tout ce qui est important, ça ne marche pas avec la volonté. Vous ne pouvez pas vous dire « tombe amoureux ». Ça ne marche pas. Ou « sois heureux » et envie de danser. Sois léger. Donc, au fond, tout ce qui a du prix, tout ce qui est très important, n'est pas accessible à la volonté. Ça marche autrement. Et ce livre, L'usage du vide, vous apprend comment accéder à vos désirs profonds, pas par la volonté, autrement. Voilà un livre d'une intelligence absolument inouïe. Mais j'ai répertorié tous ces livres qui vous ouvrent la tête, qui vous donnent accès, au fond, à votre complexité, à l'incroyable richesse de votre psychisme. Donc, faire lire, c'est quand même se marrer beaucoup plus. Alors, on va aller sur le se marrer, mais il y en a un autre qui m'a fait marrer, mais c'est vous qui m'avez fait marrer, là, pour le coup. Quoi lire pour s'endormir? Alors là, c'est le livre ennuyeux. Je précise que vous mettez quand même entre parenthèses ennuyeux à en pleurer ou les plus soporifiques. Donc voilà, c'est vraiment pour dormir. Et ça commence. Il y a toute une liste. Et alors là, il y a une liste. Mais alors le premier, franchement, je suis pas sûre que vous fassiez que des amis. Je ne sais pas. Le Coran, carrément. Les textes sacrés dans l'ensemble, pas que le Coran, sont en général extrêmement. Essayez de lire les psaumes de l'Ancien Testament aussi, c'est très emmerdant. Le Salammbô, c'est très emmerdant. On a tous dû, enfin pas tous, mais on a beaucoup peiné à l'école quand on nous a obligés à lire ça.
J'ai fait toute une liste de ce qu'il est recommandé de lire si vraiment on veut faire dodo. Et là, il y en a un autre qui m'a étonné, mais que je trouve vraiment rigolo et ça m'étonne pas finalement de vous. Que lire chez les écrivains les plus malfamés, autrement dit les francs-salauds? Alors là, on a quand même Léon Daudet, une mère de morale d'exception. Il faut souligner qu'elle est d'exception. Lucien Rebattet, l'antisémitisme hargneux. Oui. Mais oui, mais vous avez vu que les passages sont brillantissimes. C'est tout le problème de la littérature. C'est que souvent, lorsqu'elle est géniale, elle est écrite par des salauds. Et oui. Par des sales types. Et c'est tout le débat, est-ce qu'il faut séparer l'auteur de son œuvre? Oui. Mais au fond, la littérature n'est pas le lieu de la morale. C'est le lieu de la liberté du psychisme humain. Oui, c'est vrai. À liberté, on revient sur notre débat du début, un mot un peu oublié ces derniers temps. Oui. On est très, très fâchés avec ce mot en ce moment en France. Mais malheureusement, nous sommes constitués de bien et de mal, de perversion, de folie. Il y a vous avez l'air tout à fait propre sur vous, mais en réalité... Allez-y, balancez. Je vais vous prendre un exemple. On a tous aimé lire, à un moment adolescent, Les Liaisons dangereuses, parce que c'est un livre extraordinaire. Oui. Mais dans la réalité, c'est quand même l'histoire de deux pervers manipulateurs, deux personnes absolument infectes, mais ils viennent réveiller cette part de nous. Mais c'est un bouquin absolument immoral. C'est un bouquin épouvantable sur le plan humain. Alors, la littérature. Mais c'est pas parce que vous lisez Les Liaisons dangereuses que vous devenez un salaud. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est bon à rappeler. Et c'est ça aussi la liberté, normalement. Oui. Alors, dans les autres prescriptions, vous parlez de ces atypiques qui réussissent à faire lire. Alors là, c'est vraiment rigolo. Et alors, notamment, mais alors, je voudrais quand même, pardon, je fais une parenthèse dans l'histoire, c'est que vous commencez, je crois que c'est dans l'introduction, vous rappelez que vous avez fait un travail, c'est vrai, très, très riche d'enquête presque, pour dire exactement quels sont les projets, les foires à lire, les tiktokeuses, etc. Enfin, et puis ensuite, recenser tous les livres intéressants, dans quel sens, etc. Et puis, vous faites quand même une petite note pour dire, en fait, comme justement, je prône la liberté, mon objectif, c'est aussi de pouvoir garder toujours une petite touche de liberté et donc rajouter un peu de fantaisie dans cette histoire. Donc, il y a certains moments où je vous dis des choses qui ne sont pas tout à fait vraies et je le revendique. Mais j'ai quand même mis en annexe ce qui n'était pas vrai. Mais je vous demande de ne pas aller le voir. Donc, je ne suis pas allée voir. Mais donc... mais oui, mais donc, et donc parfois je vous dis des choses vraiment incroyables, mais je ne sais pas si c'est vrai. Par exemple, je ne vois plus le professeur tout nu là. C'est vrai ça ou pas? En Nouvelle-Zélande. Ça c'est vrai. Un professeur tout nu obtient des résultats en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous nous racontez un petit peu? C'est un professeur d'université ça manquait un peu d'électricité dans ses cours. Oui. Et il s'est mis à faire cours sur la littérature tout nu. Ah oui, bah là, forcément, Mais oui, ça a fait sensation, tout le monde est venu. Mais oui, mais est-ce que les gens ont entendu ce qu'il disait? Ou écouté? Écoutez, j'invite les professeurs du Collège de France à tenter l'expérience la semaine prochaine. C'est une excellente idée, je pense que... Oui, il y a grève demain, donc c'est dommage, ils ne pourront pas déshabiller. Mais au fond, que dit ce professeur? Il dit aussi que la fantaisie, l'extravagance, la folie peut faire partie de la littérature. Évidemment. Alors évidemment, je ne vous recommande pas de vous mettre tout nu pour aller faire des lectures publiques dans la rue. C'est pas ça. mais le culot, la folie, ça reste l'apanage des livres. Mais bien sûr. Au fond, ce qui se dit très souvent dans l'actualité est incroyablement sage par rapport à ce qu'on peut trouver dans les bouquins. Et oui. Donc, en fait, quand on lit, on accède à la folie du monde. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, et vous dites aussi écrire, c'est accéder à une forme de folie, c'est transgresser. Et on a besoin de transgresser. Oui, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Donc, où on vit dans l'ordre de l'imaginaire, et c'est riche, et la lecture permet ça, l'écriture permet ça. Ou on le fait dans la rue, ce qui est moins bien. Mais en même temps, vous voyez bien qu'il faut bien que le psychisme... il faut bien que nos rêves, nos fantasmes, nos libidos, nos trucs, que tout ça existe. On ne peut pas faire semblant d'exister. Bah oui, bien sûr. Et la littérature, c'est aussi fait pour ça.
c'est aussi une formidable soupape pour le psychisme humain. Lorsque vous lisez un thriller, lorsque vous lisez Le silence des agneaux, vous accédez quand même à un franc salopard qui est très jouissif, qui a envie de croquer les gens. Et il y a chez vous cette part qui existe. C'est pour ça que vous le lirez avec passion, même si vous avez l'air très gentil. Je voudrais revenir, et puis ça revient sur nos agriculteurs finalement, à votre défense aussi et votre volonté de faire lire partout. Les jeunes, on en a parlé, mais aussi la ruralité. Et pour ça, vous le soulignez, il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui se donnent du mal pour le faire. Notamment, Lire, c'est partir. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Et puis, Alors, après, vous donnez des images, enfin, des librairies comme l'invraisemblable librairie du Sommet. Ah, du Sommeil. Du Sommeil, pardon. Extraordinaire. Le Sommeil, c'est dans l'Aude. Ce sont des fous qui, dans un village paumé, ont racheté différentes maisons et ont créé une des plus grandes librairies d'occasion du monde. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a un parking géant, il y a des bus qui s'arrêtent. Tout à coup, il y a eu un tourisme de la lecture. Tout à coup, ce village qui dormait, le Sommeil, c'est devenu une attraction. Et quand on y va, à chaque fois que j'y vais, je repars avec des cabas de bouquins. L'exemple du Sommeil. Lire, c'est partir, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur associatif qui vend des albums jeunesse à 80 centimes. 80 centimes, vous m'avez bien entendu. Si vous êtes dans un village, dans une cité, dans un endroit où il n'y a pas de marché du livre, où il n'y a pas de librairie, pas de maison de la presse, et puis pas forcément beaucoup de moyens aussi, vous insistez là-dessus. Oui, parce que la ruralité n'a pas les mêmes moyens que l'arrondissement dans lequel je suis là. Dans cet arrondissement, ils peuvent payer un livre jeunesse 12-15 €. Mais au fond des cités ou au fond des villages, c'est pas vrai. Donc Lire, c'est partir vend des albums jeunesse à 80 centimes. Vous allez sur le site lirec'estpartir.com et vous prenez rendez-vous et vous leur demandez de venir faire une vente dans l'école de votre village, dans l'école de votre cité. Quand ils arrivent dans un village et qu'il y a 1000 habitants, en moyenne, ils repartent et il y a eu 5 ou 6 000 livres vendus. Pourquoi? Parce que quand une maman comprend qu'elle peut acheter 8 livres, 8 albums jeunesse, 9, pour ses enfants, pour 8 €, ça casse la barrière. Bien sûr. Alors, je soutiens énormément cet éditeur associatif. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et alors, juste pendant que vous expliquez comment ça marche, parce que c'est intéressant, on se dit que c'est improbable d'arriver à un prix si faible. Et en fait, vous expliquez comment il fonctionne aussi économiquement. C'est un autre modèle. Ils font, le premier tirage est à 80 000 exemplaires. 80 000, c'est un chiffre absolument incroyable, quoi. Et l'année dernière, je les ai beaucoup aidés. Et ils vont franchir 5 millions d'albums vendus chaque année. 5 millions. Mais là encore, faire lire pour les nuls donne des adresses comme ça, donne des idées de choses que vous pouvez faire, pour l'école de vos enfants. Et il y a une dernière chose, il y a deux choses que vous pouvez faire également pour l'école de vos enfants. Vous faites venir, si ça n'est pas déjà le cas, le programme Lire et faire lire. Lire et faire lire, ce sont des retraités ou des gens de plus de 50 ans. Donc ça c'est votre association, on revient dessus. D'ailleurs, on peut retrouver toutes les informations sur fairelire.org. Lireetfairelire.org. Ah oui, pardon, lireetfairelire.org. Oui, sur lireetfairelire.org, on peut s'inscrire. L'idée, c'est de demander aux plus de 50 ans de venir, une fois par semaine, transmettre le plaisir de la lecture aux enfants de leur commune, à l'école en bas de chez eux, l'école maternelle ou l'école primaire. Venir faire de la lecture, finalement, lire. Oui, avec les petits. On vous met 4 ou 5 enfants pour qu'ils puissent voir les images, pas plus, et pour que ce soit un moment de joie. Et le but du programme, c'est quoi? C'est de transmettre le plaisir. Bien sûr. Et ça n'est pas accessible à la loi, à l'institution. Or, les 30% d'enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège sont passés par l'école. Mais l'école a glissé sur eux parce qu'ils n'ont pas éprouvé de plaisir. Donc, vous voyez que la question du plaisir, elle est politiquement centrale. Bien sûr. Et les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est nous. Nous, les citoyens. Alexandre Girardin, dans ce que vous racontez sur cette proposition, justement, que des personnes viennent lire
des histoires, des livres aux enfants. Moi, mon plus grand souvenir de lecture, jeune, c'était un conteur qui venait à l'époque. Il y avait des conteurs qui venaient dans les squares, dans les parcs publics. Et Oui, c'est génial. je ne sais pas par qui il était financé. Je me rappelle seulement de ses longs cheveux gris. Et tous les mercredis, je crois, il venait lire des histoires pour enfants. Alors, Dieu merci, il y en a. Il y en a toujours. Dieu merci, il y a aussi des profs qui sont passionnants et qui y parviennent. Mais il faut dire la vérité. C'est difficile avec un grand groupe. Si on vous donne une classe avec 25 gamins, c'est difficile. C'est difficile. Si vous avez un petit groupe de 4-5 à qui vous racontez l'histoire du chien bleu, c'est plus tendre, ça se passe mieux. Et au fond, on est en train, avec le programme Lire et faire lire, on est en train de réinventer quelque chose de très simple. C'est que pour faire tourner une société, on a besoin des anciens. Eh oui, c'est pas idiot ça, dis donc. C'est aussi bête que ça. Oui, c'est ça. Et puis finalement, on comprend le format. C'est presque un format un peu familial autour du livre. Oui, tendre. Oui, c'est ça. Tendre, émotionnel. Et les bénévoles de Lire et faire lire, il y en a presque 20 000. Qu'est-ce qui se passe? Ils repartent chez eux avec des dessins. Ben oui, bien sûr. C'est génial. Ben oui. Vous êtes la dame du jeudi et qui repart avec des dessins. Les dessins sont mis sur le frigo. Vous devenez quelqu'un, vous êtes aimé. Oui. Vous croyez vous engager, en fait, vous allez vous faire aimer. Oui, et l'air de rien, vous réparez la France. Et vous lui permettez d'intégrer les nouveaux venus. Parce qu'un enfant, une petite fille de 4 ans, un petit garçon, il s'en fout du drapeau français. Ce qui l'intéresse, c'est la dame qui est gentille. Non, mais c'est vrai que c'est un fabuleux projet et que je soutiens de tout cœur, et j'espère que tous nos auditeurs vont participer aussi à le faire connaître et y participer d'ailleurs. Oui, le faire. Parce que c'est vraiment la transmission. Pour soi, c'est bon, pour l'enfant, c'est bon. Enfin, et oui, il y a un devoir de transmission qui est très important, surtout, encore une fois, quand on connaît aujourd'hui le problème face à la lecture, face à le problème d'érudition aussi des plus jeunes, malheureusement. Alors, je voudrais continuer quand même de parcourir votre invitation à lire, qui est Faire lire pour les nuls aux éditions First, avec, donc, pour revenir sur les prescripteurs. On a parlé des booktokeuses, on a parlé de ces initiatives rurales. Mais il y a aussi, alors là c'est vraiment des lecteurs atypiques, vous dites prescripteurs de lectures différentes. Et alors là, il y en a vraiment des très, très, très atypiques. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez, comme le détenu russe, serial killer. Vous dites qu'il a quand même tué 80 femmes. Qui souhaite de surcroît s'engager chez Wagner, enfin vraiment la totale. Et alors lui, il l'invite à la lecture, c'est ça que vous nous dites. Il peut être un modèle finalement d'une certaine façon. C'est une canaille, mais qui visiblement essaie de s'en tirer comme ça. Donc les prescripteurs sont parfois très inattendus. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait dans un bordel littéraire où il y avait une dame qui s'appelait Mado. Qui avait une bibliothèque et qui faisait lire ses clients. C'était des gens de cinéma dans les années 70. Donc, tout existe. Partout. Dans l'incroyable diversité des folies des humains. Au fond, le livre peut aller partout. Et j'appelle également les entreprises dans mon livre Faire lire pour les nuls. J'explique qu'on ne va pas s'en sortir si les entreprises ne font pas leur part. Et je vais vous prendre un exemple tout bête. Il y a 8 ans, on a mis en route avec McDonald's France, un système. Quand vous êtes dans les McDo, vous pouvez, quand les gens achètent un Happy Meal, un menu enfant, ça fait 8 ans que vous avez le choix entre le jouet, le petit jouet, ou un album jeunesse qui est publié chez Hachette. Et vous savez combien d'albums on a distribué depuis le début? 135 millions. Ouais. Ça n'a pas pesé sur le ministère de la Culture, ça a pesé sur les comptes de McDo. Une partie, en fait, de leur ligne budgétaire pour le petit jouet a été réorientée. Et au fond, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le marketing de McDo. Or, chez McDo, vous avez 75% des Français qui rentrent là-dedans. Oui. Vous avez 90% des familles. Donc, si vous continuez à raisonner de manière classique en vous disant il n'y a que la librairie pure et dure qui va faire lire les Français. Et que le ministère de l'Éducation.
Bien sûr qu'il faut les libraires, bien sûr que c'est central, mais c'est pas vrai qu'il y en a partout. Vous avez plein de cités que je connais dans lesquelles il n'y a pas de marché du livre, mais il y a un McDo. Donc s'il n'y a pas de bouquin à l'intérieur du McDo, ben, il n'y en aura pas dans le quartier. Ou alors il faudra faire venir le programme que j'ai cité, Lire c'est partir. Mais donc, tranquillement, avant d'écrire ce livre, j'ai commencé à faire ma part en mettant en route, en collaborant à un nombre incalculable d'initiatives comme ça, pour qu'on mène notre politique civile du livre. Démerdons-nous entre citoyens, avec nos entreprises, nos associations, nos élus locaux, démerdons-nous. Alors, là, j'ai lancé un appel à Rachida Dati pour qu'elle m'aide. Elle débarque. J'aimerais bien qu'elle m'aide à accompagner Lire et faire lire pour qu'on passe de 20 000 à 50 000. Bien sûr, et même plus. Oui, mais déjà, si on arrive à passer à 50 000, je vous jure que c'est la révolution. La belle révolution. On va relayer l'appel également à Rachida Dati. Alors, une dernière question. On arrive à la fin de cette interview et c'est quelque chose qui m'intriguait, sur laquelle vous ne répondez pas forcément dans votre livre. Alors, vous avez un petit moment où vous dites justement lire pour se désenclaver de la modernité. Ce qui, moi, m'inspire, mais je ne sais pas si ça inspire tout le monde. Et justement, dans la modernité, il y a ces fameux écrans. Ces écrans qui nous empêchent de lire, puisqu'ils nous déconcentrent de manière permanente, qui nous empêchent même de nous concentrer sur nous-mêmes, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais des écrans aussi qui sont censés, question que je vous pose, pouvoir nous aider aussi dans la lecture. Je parle par exemple des tablettes qui permettent la lecture de livres sur tablette, ou alors encore de tous les outils maintenant qui sont utilisés dans les écoles et d'ailleurs distribués dans les écoles pour censés en tout cas nous apprendre à lire et à écrire et à compter. Qu'en pensez-vous? Alors, j'en pense à la fois beaucoup de bien et pas de bien. Je pense que ça dépend de l'endroit. Je pense qu'il est très important que l'école apprenne à lire sur du papier. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un mot imprimé, c'est un mot stable. C'est pas un flux. Et pour l'esprit, il est très important d'apprendre petit enfant à fréquenter des mots posés, stables, pas un flux. Oui, vous avez raison. Maintenant, quand on est plus grand et qu'on a l'habitude de lire, c'est formidable de tout utiliser. Lorsque je voyage, ça m'arrive, si j'oublie ou je veux à tout prix lire un livre et que je suis au fond du Canada, parce que je suis amoureux d'une Canadienne, ça m'arrive de lire sur mon téléphone. Parce que j'ai envie de lire du Cioran et que je suis au fond de l'Ontario où c'est impossible de mettre la main sur un bouquin de Cioran. Bon, donc, mais je pense qu'il faut pas faire de généralité. Il faut faire attention à nos enfants. Les petits, ils ont besoin de mots stables et de mots partagés. Et peut-être du contact avec la matière, pour revenir à ce qu'on disait au départ. À la fois de la matière et puis du contact humain. Si vous voulez faire lire votre enfant, lisez avec votre enfant. Si la maîtresse donne un livre à lire, au lieu de lui dire « lis, démerde-toi », lisez-le à voix haute avec votre petite fille, avec votre petit garçon. Parce que au fond, vous allez lui donner quelque chose de plus. Vous allez lui donner ce que vous êtes, votre tendresse, votre douceur, votre attention. Et la lecture, c'est fait aussi pour ça. Oui. Je rajouterais même, en plus de la lecture, la main, le pouvoir de la main, même la mémoire de la main, qui a peut-être même plus de mémoire que notre cerveau parfois sur les mots. Mais oui. Et aujourd'hui, ça, on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai que je pense que pour apprendre à bien écrire, peut-être faudrait-il se rappeler du pouvoir de la main. Alors, là, vous avez prononcé un mot, bien écrire. Dans Faire lire pour les nuls, il y a tout un passage qui est consacré à l'écriture. Oui. Où je donne énormément de conseils d'écriture. Pourquoi? Parce que si on veut faire un peuple de lecteurs, il faut faire un peuple de gens qui écrivent. Plus on écrira, plus on se donnera cette liberté, cette vraie liberté, parce qu'on est très très libre avec un bic. On peut corriger le monde avec un bic. Donc je donne des conseils. Vous allez voir, par exemple, le premier qui est pour moi très important, c'est de distinguer l'intrigue du sujet de votre livre. Le sujet, c'est ce dont vous parlez vraiment. L'intrigue, c'est ce qu'on voit. C'est l'apparence du récit. Ça, c'est pour le récit. Mais après, vous avez même dans l'écriture, vous dites tout réécrire, remonter les classiques, évidemment,
savoir vérifier que tu sais mettre des mots sur ce que tu vis, écris des carnets de vocabulaire thématiques. Le vocabulaire, évidemment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on manque tellement de vocabulaire qu'on a du mal à faire passer les sensations que l'on vit ou alors à les interpréter. D'où l'importance d'un programme dont je parle dans le livre, qui s'appelle 1000 mots, qui a fonctionné pendant 9 ans, qui était fait pour augmenter le lexique des jeunes détenus. J'y ai souvent participé à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Et qu'est-ce que je voyais? C'est qu'un jeune détenu dont le vocabulaire augmentait de 100 mots, 150 mots en 2 mois, par exemple, changeait de comportement. Tout à coup, il écrivait un petit mot au directeur. Tout à coup, l'adolescence participait à l'action scolaire, au lieu de rester au fond et de leur dire je vous emmerde. Donc, je ne dis pas que augmenter le vocabulaire va faire des gens honnêtes, ça va faire des gens différents, avec qui un travail va pouvoir commencer à se mettre en place. Mais si ces jeunes n'ont pas de mots, ils taperont. Ouais. Eh bien, voilà, c'est un peu tout votre livre est tourné vers ça, vers ce projet, vers ce grand projet, hein, comme vous dites, et peut-être même un projet fondamental, une urgence aussi en France, comme d'ailleurs malheureusement dans d'autres pays aujourd'hui. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous nous dites à nous tous, prenez le pouvoir, faites-le. N'attendez pas que, arrêtons de nous plaindre de l'école, de l'éducation nationale, etc. Alors, faites 3 choses. Vous allez à la sortie de l'école de vos enfants, vous demandez si lire et faire lire est en place. Sinon, vous leur dites de s'inscrire. Oui. Deuxièmement, vous leur dites, pourquoi vous ne faites pas une vente avec Lire c'est partir? On va remplir, à 80 centimes, on va remplir les chambres des enfants de livres. Et troisième truc, est-ce que l'école fait le programme Silence on lit? Ça consiste une fois par semaine, pendant un quart d'heure ou une demi-heure, ça dépend des établissements, tout le monde s'arrête. La dame de la cantine, le surveillant, les gamins dans la cour, et tout le monde sort un livre et on lit. Ça apaise l'école et ça montre aux petits que c'est pas un truc scolaire, puisque la dame de la cantine est capable aussi de lire. Oui. C'est Danielle Salnave, l'académicienne, qui a lancé ça. C'est une idée magnifique, ça coûte rien et ça peut changer le monde. C'est les briques qui changent le monde. Exactement. Et vous aussi, Alexandre Jardin, vous faites partie de ces briques. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet ouvrage Faire lire pour les nuls aux éditions First, et puis votre association lire et faire lire.org, on a bien compris. Donc voilà, chacun de vous et de nous, d'ailleurs, on va s'inclure dedans, eh bien, nous avons compris le message passé. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. En tout cas, plus libre et pas plus livre que jamais. Et on l'a compris justement, ces livres qui sont là aussi pour défendre notre liberté, nos libertés de penser et d'écrire et de lire. Et c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.